Bonsoir. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très content d'être là. Donc j'ai compris qu'il y avait un projet de campus sans tabac et c'est un peu dans ce cadre-là que j'ai été invité. Et donc l'idée c'est de vous présenter un peu pourquoi j'ai eu l'envie d'écrire ce bouquin qui reprend l'histoire de l'industrie du tabac. Le début de l'histoire, c'est que moi j'ai une histoire, donc je suis parisien, cardiologue et de gauche, donc ça existe. Et j'ai une histoire militante, et dont une partie de mon histoire militante, c'est d'avoir une fanfare militante qui est dans la rue en soutien du mouvement social, qui s'appelle la Fanfare Invisible. D'ailleurs, je crois qu'il y a une succursale à Lorient de la Fanfare Invisible. Et donc, moi j'étais un gros fumeur, j'ai beaucoup fumé. J'avais même des patients qui étaient inquiets pour moi, qui me disaient docteur, vous fumez beaucoup, je suis inquiet, il faudrait arrêter. Et j'ai réussi à arrêter parce que j'avais peur de mourir. Et puis autour de moi, il y a des copains qui continuent à fumer, des copains et des copines qui continuent à fumer et qui arrivent à l'âge au-dessus duquel il vaut mieux s'arrêter parce que ça devient vraiment dangereux et qui n'arrivent pas à s'arrêter. La première idée de ce bouquin, d'écrire ce texte, qui n'était pas au départ, c'était vraiment écrire un texte pour les copains et je pensais pas le publier. C'était une manif à Notre-Dame-des-Landes et où je me suis dit si j'arrive avec un McDo à Notre-Dame-des-Landes, je vais me faire vachement argumenter. Par contre, si j'arrive avec un paquet de Marlboro, ça va gêner personne. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui doit nous poser question. Tous aujourd'hui, on se pose la question de nos consommations et du rapport aux multinationales. Et de là est partie l'idée de dire les arguments sanitaires ne suffisent pas, on les connaît tous, hein, il y a ces photos horribles et tous ces slogans sur les paquets de cigarettes, mais malgré tout on arrive à continuer à fumer malgré le danger connu pour la santé. Donc l'idée c'était de dire pour arrêter de fumer, je sais, il faut beaucoup d'arguments et beaucoup de convictions. Il y a les convictions sur les arguments sanitaires. Peut-être que si on rajoute les arguments politiques, ça va aider certains à arrêter de fumer. Le constat, c'est que dans nos luttes sociales et environnementales, on cible les projets et les industries qui s'opposent à l'intérêt général et on est à peu près, pas tous d'accord, mais enfin il y a de plus en plus le constat que il y a des industries qui accaparent nos ressources et qui nous empoisonnent. Et on parle de la malbouffe, on parle du prêt-à-porter, il y a l'histoire de Chine en ce moment, la finance et les banques, la bétonisation, les pesticides avec les cancers qui explosent, les hydrocarbures avec le problème du réchauffement climatique et l'accaparement des ressources naturelles avec l'eau par exemple. Et pourtant, là-dedans, l'industrie du tabac est complètement épargnée, on n'en parle pas du tout. Alors, voilà, donc ça c'est le début de l'histoire, et en fait en me disant je vais regarder un peu, refaisons l'histoire de l'industrie du tabac. Un des premiers arguments c'est de dire on a toujours fumé. En fait on a toujours fumé, ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Donc pourquoi on arrêterait maintenant? Et en fait, on n'a pas toujours fumé comme avec le tabac qui est un produit de grande consommation. Le début du tabac, c'est en termes de consommation pour le grand public, c'est l'arrivée des Européens en Amérique. Et là, ils découvrent la plante de tabac qui était utilisée dans des rituels en fait, soit comme rituel religieux, soit un peu comme traitement, cataplasme, des choses comme ça. Mais il n'y avait pas du tout l'utilisation récréative du tabac comme on l'a actuellement. Et donc en fait, si on dit que l'Homo sapiens, c'est nous, c'est moins 100 000 ans, en fait on a commencé à fumer là. Et donc si on dit que Homo sapiens, il est apparu il y a 24 heures, l'humain ne fume que depuis 5 minutes. Donc l'idée que ça fait partie de l'humanité et qu'on ne pourrait pas s'en passer, en fait, est fausse. Et c'est vraiment quelque chose qui s'est créé avec l'arrivée des Européens en Amérique, qui est une grande prédation. Hein, c'est le début de l'essor de l'économie occidentale et du capitalisme, qui s'est fait sur la prédation et les massacres des populations autochtones. 56 millions de morts a priori en Amérique. C'est la traite négrière. Et donc c'est le moment où
pour financer cette économie triangulaire, on crée des banques, on crée les premières sociétés par action. La bourse est inventée pour financer cette économie-là, et donc un crime contre l'humanité. Le début de l'histoire, donc c'est les premières plantations de tabac au Brésil au XVIe siècle. Et on a même utilisé le tabac comme produit, le tabac de seconde catégorie, était utilisé pour acheter des esclaves en Afrique, en fait. Donc le tabac qui ne pouvait pas être vendu en Europe parce qu'il était considéré comme déclassé, il était emmené pour acheter des esclaves aux Africains qui, comme tout le monde, quand on commence à approcher du tabac, le produit du tabac, c'est la nicotine, qui est un produit qui est très addictif. Et donc pourquoi le tabac marche très bien dans le monde, c'est que c'est un produit, la nicotine est un produit très addictif, que le taux de rechute à la nicotine c'est le même que l'héroïne. Et donc à partir du moment où vous avez touché du tabac, vous allez être très 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 vite accro à ça. Et donc c'est pour ça que quand on a commencé à donner du tabac à fumer aux vendeurs d'esclaves, bah, tout de suite ils sont devenus accros et donc ils étaient prêts à échanger du tabac contre des esclaves. Et donc dans les pays, en particulier la France, on va créer la Compagnie des Indes. Et donc l'Orient n'est pas indemne d'avoir participé à ce commerce. Et donc on pense que, enfin c'est dans des papiers historiques, on trouve que entre 1723 et 1725, le port d'Orient est l'un des tout premiers ports négriers du royaume, voire le premier. Et donc on avait ce commerce triangulaire et on trouve des textes qui nous disent qu'il y avait beaucoup de tabac qui arrivait à l'Orient. C'était une des portes d'entrée du tabac en France. Et donc il y a le musée de la Compagnie des Indes et donc j'ai retrouvé cette citation. On ne peut pas dire clairement que la traite a enrichi la Bretagne, mais on peut dire qu'elle a enrichi certains Bretons. Donc voilà, dans notre histoire à tous, il y a l'histoire de la traite négrière, et la traite négrière, elle a été faite pour amener des produits dont on n'avait pas besoin, mais qui ont permis de satisfaire la bourgeoisie naissante en Europe, comme le sucre, le tabac, la pomme de terre, les tomates, le coton. Alors, dans l'histoire des États-Unis, c'est la même chose. Le tabac est très important. Donc là, le premier bateau qui arrive au large de la Virginie avec des esclaves, c'est un bateau qui... En fait, c'est des esclaves qui ont été volés par des corsaires. Et donc, habituellement, les esclaves, ils allaient plutôt vers l'Amérique du Sud, en fait, dans le commerce triangulaire à ce moment-là. Et la Virginie était à ce moment-là française. Et les premiers esclaves ont été vendus par ce bateau qui était un peu perdu. Et ils le vendent à des producteurs de tabac. Donc les premiers esclaves qui ont été achetés dans ce qui va devenir les États-Unis après, l'ont été pour la culture du tabac. Et donc ça va avoir une importance très importante après. Donc on a la déclaration d'indépendance en 1776, qui est un texte qui peut nous aller. Tous les hommes sont créés égaux, ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Et pourtant, les esclaves ne sont pas inclus en fait, là-dedans. Et l'esclavage aux États-Unis, il va être aboli qu'en 1865. Et il est aboli qu'en 1865 parce que Thomas Jefferson, qui est l'un des rédacteurs de la Déclaration d'indépendance, et George Washington, qui est le père fondateur des États-Unis, tous les deux étaient des propriétaires d'esclaves et qui faisaient travailler dans des plantations de tabac. Donc il y a une intrication de l'histoire du tabac, d'histoire des États-Unis et d'esclavage qui, encore aujourd'hui, a des conséquences énormes pour la politique américaine, qui fait que voilà, il faut en permanence se rappeler que notre histoire est intriquée avec cette histoire terrible. Alors, au début, le tabac, il se répand quand même très très vite à partir du moment où il y a les Européens qui arrivent aux États-Unis. La culture du tabac et la vente du tabac va se répandre très très vite partout dans le monde. C'est en particulier par l'intermédiaire des marins espagnols qui avaient une capacité de commerce un peu partout dans le monde. Mais c'était encore assez artisanal, c'était principalement des femmes qui roulaient des cigarettes ou des cigares à la main. Et puis il y a l'arrivée de la machine à vapeur et la transformation, c'est James Duke aux États-Unis. En 1880, il y a quelqu'un qui lui fabrique une machine
à faire des cigarettes. Et donc en fait, en une journée, il se retrouve avec ce qu'avant on produisait en 2 mois. Et donc c'est l'exemple même de quelqu'un qui se retrouve avec une marchandise, il n'y a pas de marché, et il va falloir créer le besoin. Et donc James Duke, c'est un génie du marketing et du merchandising. Et donc il va créer, lui il comprend qu'en fait le produit, c'est pas tant le tabac que tout ce qu'il y a autour. Et donc il va commencer à envoyer partout dans le pays, chez les vendeurs, qui étaient des petits épiciers, des choses comme ça, des chaises avec les noms de des chaises avec dessus le nom de sa cigarette. Et puis il va faire beaucoup de publicité, un budget publicitaire qui était très important pour cette période-là, et ça va bien marcher. Et puis il va inventer des choses qui aujourd'hui nous paraissent tout à fait habituelles. Donc ça, c'est une petite carte qu'il mettait dans les cigarettes pour les hommes. Et ça, c'est une femme qui est relativement dénudée en fait pour la période, Lulu Beza. Et donc il invente, lui, la première fois de mettre des cartes pour attirer les consommateurs hommes dans les paquets de cigarettes. Et après, c'est devenu les images dans les paquets de céréales que nous vendent aussi les vendeurs de bouffe. Il va tellement bien marcher, James Duke, c'est qu'il va avoir un monopole. Et en fait, au début vers les années 1910, les lois antitrust américaines vont l'obliger à scinder son industrie. Et Duke, il est encore... je vous ai mis sa statue parce que là, je ne sais pas si vous avez entendu parler, en Caroline du Nord, il y a la Duke University. Et donc la Duke University, c'est une université américaine qui est fondée grâce à l'argent de James Duke et à l'argent du tabac. Donc Duke, il est considéré comme étant celui qui a fait exploser la vente de cigarettes. Ce qu'on peut dire pour son pardon, c'est qu'il ne savait pas à quel point c'était mauvais pour la santé et il ne savait pas qu'il vendait un produit toxique. Alors, maintenant, je vais vous parler de l'industrie du tabac et de la science. Donc là, c'est le début de l'histoire, c'est l'arrivée aux États-Unis, le début du commerce. Et vous allez voir qu'il y a une histoire particulière de l'industrie du tabac et de la science et de l'industrie du tabac et de la médecine. Le premier truc un peu anecdotique, mais c'est que Jean Nicot, donc qui a donné son nom à la nicotine, ambassadeur de France au Portugal, il envoie du tabac à Prizé à Catherine de Médicis pour traiter les migraines de son fils. Et elle trouve que ça marche. Et donc en fait c'est toute la cour. Donc la reine va dire que c'est super et donc toute la cour va commencer à consommer du tabac à Prizé. Et en fait après on n'a plus jamais réutilisé le tabac à Prizé pour soigner la migraine. Donc c'est un effet placebo qui a très bien marché et qui a permis au tabac de rentrer à la cour de France. La différence entre le tabac fumé, c'est plutôt par les classes populaires, et le tabac à priser, on retrouve ça dans beaucoup de civilisations, enfin dans beaucoup de pays. Il y a une autre histoire qui est très étonnante avec l'industrie du tabac. Donc dans les années au XVIIIe siècle, il y avait beaucoup de noyers en fait, parce que les gens vivaient proches des rivières pour plein de choses, faire la vaisselle, faire la lessive, pêcher, tout ça. Et ils savaient pas nager, donc il y avait énormément de noyers. Et donc il y avait quelques techniques qui étaient préconisées. Donc il y avait une technique qui était préconisée, c'était d'uriner dans la bouche du noyé. Bon. Et l'autre, c'était d'insuffler de la fumée de tabac dans l'anus. Et donc ça, c'est une histoire qui paraît folle, hein, donc il y a des gravures comme ça. Et en fait, il y avait c'était surtout en France et en Angleterre. Et donc dans les grandes villes, à Paris et à Londres, il y avait des boîtes de fumigation un peu partout autour des rivières, comme les défibrillateurs automatiques implantables dans les lieux publics en fait. C'est la même chose. Et ce qui est intéressant sur la science à ce moment-là, c'est que ça a bien marché. Alors il y a une thèse qui a été faite par Anton Serdeknizzi. Vous pouvez écouter, il y a des podcasts où il raconte l'histoire, c'est assez passionnant. Et on ne trouve pas en fait le début de l'histoire. Pourquoi il y a des gens qui ont pensé que le fait de fumer, d'insuffler de la fumée de tabac dans l'anus, ça pourrait sauver les gens. On n'a aucune idée de pourquoi c'est venu, mais en fait, ça a été soutenu par des stars de l'époque. Donc il y avait Réaumur, donc à Paris, il y a la station Réaumur-Sébastopol, c'est ce Réaumur-là.
Et c'était un scientifique, physicien, naturaliste, membre de l'Académie de médecine à l'âge de 25 ans, et qui a soutenu cette théorie-là. Et puis Tissot, qui était aussi un médecin très proche des princes, qui avait publié sur les méfaits de la masturbation. Voilà. Et donc en fait, pendant plusieurs années, on a fait ces boîtes de fumigation dans les lieux publics, on mettait du tabac dedans. On ne sait pas très bien pourquoi ça a été abandonné. Une des théories, c'est parce qu'il y avait des fumeurs qui venaient piquer le tabac parce qu'ils étaient en manque. Mais voilà. Donc ça vous montre à quel point il y a cette histoire folle toujours dès le début d'un rapport entre le tabac et la santé. Alors, assez vite, au XXe siècle, il y a déjà des études qui montrent qu'il y a un lien entre le tabac et le cancer en particulier. Et donc les Allemands avaient fait des études qui montraient que chez les animaux, le fait de mettre le goudron, ce qui restait du tabac fumé sur la peau de lapins, ça provoquait des tumeurs. Et puis il y a des premières études épidémiologiques américaines où c'est des chirurgiens du thorax qui font le lien entre le fait de fumer et d'avoir des cancers de la bouche, de la gorge, de l'œsophage, des poumons. Et donc il y a des papiers déjà en 1931 qui disent inhaler la fumée augmente indubitablement le danger de cancer. Et puis dans les facs américaines, il y a déjà des études de santé publique. En 1938, il y a déjà une publication qui dit que les fumeurs ont une espérance de vie médiane de 10 ans inférieure à celle des non-fumeurs. Mais ça reste complètement sous le boisseau et on n'en parle pas tellement. Après, il y a la guerre. Bon, voilà, Seconde Guerre mondiale, les nazis sont vaincus et il y a le plan Marshall. Et donc là, pareil, donc dans le plan Marshall, on envoie des milliards de dollars en Europe. Et donc, il y a un moment où les représentants élus des États qui fabriquent du tabac arrivent à faire voter le fait qu'on envoie des cigarettes en Europe. Et donc, il y a même des textes où ils disent que c'est pour lutter contre le communisme que ça va être utile d'envoyer des cigarettes. Et donc, sur les 13 milliards de dollars de biens expédiés par les Américains alors je ne sais plus si c'est en Europe ou en France, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais sur les 13, il y en a 1 milliard qui sont des cigarettes. Donc ça vous montre l'importance qu'ont mis les États-Unis pour vendre des cigarettes à l'Europe. Et malgré ça, les vendeurs de cigarettes commencent à s'inquiéter parce qu'en fait, ils ont, eux... Donc après, il y aura, quand les cigarettiers, les vendeurs, ce qu'on appelle Big Tobacco, en fait, les 4-5 vendeurs de cigarettes ont été condamnés. Ils ont été condamnés à publier tout leur papier, en fait, toute leur littérature. Et donc, on a eu après... donc tous ces papiers sont toujours en ligne sur des sites spécialisés, mais l'accès est libre. Et donc on sait que en fait dès la Seconde Guerre mondiale, Reynolds a embauché, ils ont toujours embauché des gens pour faire des statistiques et étudier les papiers médicaux. Et ils savent que le tabac est associé au cancer. Ils le savent. Voilà. Et donc au lieu de dire on va changer, on va vendre des marshmallows, ils ont été voir maintenant on appellerait ça un consultant en fait. Et donc le 14 décembre 1953, à l'Hôtel Plaza à New York, il y a une réunion avec les 4 ou 5 dirigeants des plus grosses boîtes de tabac américaines et qui vont voir un mec qui s'appelle John Hill en disant là on a un vrai problème parce que de plus en plus dans le débat public on parle de la dangerosité du tabac. Comment on peut faire? Qu'est-ce que vous nous proposez? Et donc John Hill, en fait, je crois que c'est le 31 décembre ou le 30 décembre, quelques jours après, il leur dit on va pas être frontal, on va pas dire que le tabac ça donne pas le cancer et qu'on est sûr, on va dire on sait pas et on va continuer à chercher. Et
il est important que le public connaisse l'existence d'avis scientifiques de poids qui soutiennent qu'il n'y a aucune preuve que le tabagisme est une cause de cancer du poumon. Donc on va dire à chaque fois, oui, mais ok, il y a une étude qui dit ça, mais nous on a une autre étude par un grand scientifique qui dit le contraire, où c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc ils vont créer un institut de recherche, le Tobacco Industry Research Committee, qui va financer des études scientifiques sérieuses. Ils vont financer des bons scientifiques, ils vont pas faire de la science médiocre. Ils vont offrir un soutien financier à des scientifiques reconnus, et ils vont recruter des leaders scientifiques, ce qu'on appelle les Key Opinion Leaders. Aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique, elle adore ça. Les Key Opinion Leaders, elle cherche des professeurs qui vont donner la bonne parole, et des gens dans qui vous avez confiance, donc vous allez prescrire le médicament qu'ils vous ont conseillé. Et donc, il y a toute une industrie de la recherche qui se met en route. Ils vont aussi faire des sondages d'opinion auprès de la population et auprès des médecins pour voir un peu ce qu'ils pensent et de quelle façon on peut les influencer. Ils vont mettre en place des réseaux d'influence au niveau de la presse et des politiciens qui, je vous le rassure, existent toujours. Et puis, ils vont utiliser le bon sens populaire pour semer le doute. On dit que c'est le tabagisme chez les femmes a augmenté dans la deuxième partie du XXe siècle, alors que vous nous dites que c'est les hommes qui font des cancers. On connaît tous des gens qui ont fumé toute leur vie et qui sont morts âgés. Bon, voilà, des espèces de trucs comme ça qui permettent d'enfumer tout le monde. Et ils vont publier dans la presse, donc là on était en décembre 53, et donc au début janvier 54, ils font une déclaration franche aux fumeurs, 448 journaux américains, donc ils ont une force de frappe énorme, et ils disent, voilà, le fait que la cigarette soit aujourd'hui soupçonnée à l'origine de maladies graves nous préoccupe profondément, donc on va chercher, voilà, alors qu'on savait déjà que ça tuait. Ils publient ça dans la presse. Et donc les arguments qu'ils mettent dans ce papier-là, c'est les arguments qui vont être utilisés pendant 40 ans. Il y a plein de causes possibles de cancer du poumon. Il n'y a pas vraiment de consensus politique en fait. Il y a des papiers qui disent que la cigarette ça donne le cancer, mais en fait il y en a d'autres qui disent que c'est pas si clair que ça. Il n'y a aucune preuve scientifique que fumer la cigarette soit la cause du cancer du poumon. Peut-être que ça favorise, mais il y a aussi la pollution, il y a plein de choses qui peuvent aussi dans notre vie de tous les jours donner le cancer. Et ils attaquent aussi la statistique, le truc, voilà, c'est la syphilis et le bureau de tabac. C'est pas parce qu'il y a une relation statistique qu'il y a une relation causale en fait en statistique. Et donc c'est le truc qu'ils utilisent. Voilà. Et donc ça, ils publient ça dans plus de 400 journaux aux États-Unis. Et donc c'est signé par tous les patrons des grandes vendeurs de cigarettes. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie du doute en fait. C'est fabriquer du doute sur la science. On a les données de la science, mais au lieu de dire que c'est pas vrai, on dit c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et donc, alors que les preuves existaient en 1950 que le tabac était une cause importante pour favoriser le cancer, les vendeurs de cigarettes vont tenir jusqu'à la fin du XXe siècle avant d'avoir à avouer que effectivement il y a un lien entre cigarettes et cancer. Donc ils vont dépenser 282 millions de dollars pour 1000 chercheurs pendant 40 ans, avec un très bon effet. Et donc toujours c'est ça, c'est un tout petit peu plus complexe que ça, on ne sait pas, on va chercher. Et donc en fait cette stratégie du doute qui a été mise en place, l'État va attaquer Philip Morris à la fin du XXe siècle, et ils ont retenu la conspiration en fait. Et le financement de la recherche a été retenu comme un élément central de la conspiration à laquelle s'est livrée l'industrie pour tromper l'opinion publique américaine. Et donc aujourd'hui, cette stratégie du doute, qui a été décrite comme une science maintenant, l'agnotologie, c'est la production de l'ignorance, elle est utilisée par toutes les autres industries qui nous empoisonnent. Et donc en permanence, on a des preuves qui apparaissent que Total savait par exemple depuis des années qu'il y avait un lien entre les énergies fossiles et les effets sur l'environnement dévastateurs, et ils ont toujours fait tout pour le cacher, et pareil, de publier de la science qui troublait les choses.
Les pesticides, c'est exactement la même chose. Il y a dans tous les débats qu'on entend en ce moment sur les pesticides, à chaque fois, on a un scientifique qui sort une étude qui vient remettre en cause. C'est exactement ça. Et à chaque fois, il faut se poser la question du financement et d'où vient le financement. Et puis, l'industrie agroalimentaire aujourd'hui continue exactement la même technique. Il y a beaucoup de données sur les aliments sucrés, salés, ultra transformés, et en permanence on a une attaque des données de la science. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu le débat sur le Nutri-Score, mais le Nutri-Score, c'est un score qui a été fait par des Français qui ils ont fait un nombre de papiers faramineux montrant que ça permet d'améliorer la façon dont on se nourrit. Et ils sont attaqués de façon très violente en fait par l'industrie agroalimentaire. Et donc on se retrouve avec c'est pas seulement parce qu'il y a aussi des discussions sur l'emploi, du chantage à l'emploi, mais c'est aussi le fait de remettre en cause les scientifiques eux-mêmes. Et il y a même c'est les Italiens qui sont très en pointe sur ces combats-là pour défendre leur industrie agroalimentaire, et qui accusent les scientifiques qui font le Nutri-Score d'être des militants en fait. C'est toujours le même truc de dire voilà, vous êtes des militants politiques. Donc ça, c'est la stratégie du doute. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre, à mon avis, dans toutes les écoles, parce que c'est quelque chose qui est utilisé en permanence par les multinationales et par les industries pour continuer à pouvoir, soi-disant, sur des bases scientifiques, continuer à vendre leurs produits. L'autre aspect de l'industrie du tabac, c'est qu'ils ont toujours été chercher les médecins. Et donc, alors que, bon, c'est étonnant parce que les vendeurs de café ou de chocolat, ils n'ont jamais été chercher les médecins pour faire de la pub et pour essayer de rassurer les gens. Donc, il y avait quand même un petit truc dès le début. Et donc, il y a eu... alors, il y a un très beau site d'une université américaine. Il y a la référence dans le bouquin, mais je pourrais vous donner ça si vous intéresse, où ils ont repris toutes les pubs qui ont été faites par l'industrie du tabac, et c'est par thème, donc c'est assez intéressant. Et donc il y a toutes les pubs où ils font des pubs en mettant des docteurs, et ils disent: le docteur a dit que la Camel, elle irritait moins la gorge que la Lucky Strike. Et voilà, que des pubs comme ça. Et puis il y a un moment quand même où on a vendu des cigarettes pour traiter l'asthme. Donc on voit que tout est possible en fait en médecine tant qu'on ne fait pas d'études. Et puis dans les manipulations de l'industrie du tabac, celle-là c'est une des plus jolies. C'est donc les cigarettes Kent qui font une pub pour le grand public, donc plein de journaux partout aux États-Unis, et ils disent que l'American Medical Association, donc qui est l'énorme société des médecins américains, a dit que leur filtre était mieux que les autres, Kent. Et donc en fait, l'association médicale, l'American Medical Association, elle n'a jamais dit ça. Mais donc, pour dire qu'elle n'a jamais dit ça, elle fait un éditorial dans sa revue que personne lit en fait. Voilà. Et donc eux, ils ont une puissance de fou. Et finalement, l'American Medical Association fait un démenti, mais qui est très peu repris par rapport à la puissance qu'ils ont. Et donc, on va en reparler après, mais d'une part, le filtre, ça ne sert à rien, hein, c'est même plutôt délétère pour les fumeurs. Mais en plus, eux, leur filtre spécifique, là, qu'ils disaient particulier, il était bourré d'amiante. Voilà, pour la petite histoire. Et donc en fait, on a eu avec ce qu'on appelle les tobacco papers, c'est-à-dire les papiers de l'industrie du tabac qui ont finalement été publiés, mis sur des sites, la preuve qu'il y avait des gens qui étaient très haut placés, alors partout dans le monde, mais là je vous ai mis des exemples français, qui avaient touché de l'argent de l'industrie du tabac. Et donc, il y a Jean-Paul Tassin, qui était directeur à l'INSERM, professeur au Collège de France. Il était président du conseil scientifique de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Et en fait, lui, il dit, par exemple, on dit qu'il met de l'ammoniac dans les cigarettes pour rendre les fumeurs plus dépendants.
en réalité, au départ, c'est pas du tout pour cette raison. Ils veulent obtenir un goût agréable, parce que tout le monde sait que l'ammoniac a un goût agréable. Et donc lui, on a su après qu'il avait reçu 500 000 € de Philip Morris. Voilà. Et après, il y en a un autre qui est très connu dans le milieu de la tabacologie, qui avait créé le premier diplôme interuniversitaire de tabacologie, Molimar. Lui, il a dit, il n'y a pas de dépendance à la nicotine. Et donc, lui, on a su après qu'il avait été financé pendant 12 ans par Philip Morris et qu'il avait reçu ces 100 000 €. Donc ça, c'est vraiment des phénomènes mafieux, hein, et donc c'est vraiment de la corruption et des scientifiques qui sont capables de dire n'importe quoi parce qu'ils touchent de l'argent. Et donc ça, c'est quand même une des caractéristiques de l'industrie du tabac, c'est la corruption et les atteintes à la science, en fait. David Kayat, grand cancérologue star des VIP parisiens, grand pote de Chirac. Et donc lui, il cache pas, hein, il travaille pour Philip Morris et lui il défend le tabac chauffé, qui est un truc de Philip Morris qui se vend peut-être pas si bien, mais il y a quelques années, c'était vraiment le nouveau produit de Philip Morris. Et il n'y avait aucune raison de penser que c'était pas dangereux pour la santé, mais voilà. Et lui, il était il était VRP de l'industrie du tabac, tout en étant cancérologue. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'anticorps, et ça, c'est vrai pour plein de choses, hein. C'est-à-dire que les sociétés savantes, elles ont beaucoup de mal à s'impliquer contre les industries. Et c'est vrai pour la malbouffe, c'est vrai pour le tabac. Et en fait, au nom de on fait de la science, comme eux ils font de la mauvaise science et qu'ils sont infréquentables, on les fréquente pas, mais on les dénonce pas publiquement. Et c'est un vrai problème parce que ça leur laisse énormément de place. Jean-Pierre Changeux. Donc Jean-Pierre Changeux, c'est pas un médecin, c'est un chercheur, mais c'est un neurobiologiste très connu. Et lui, il a touché 220 000 $ par le Council for Tobacco Research. Et alors lui, il a dit qu'il était financé par Reynolds, c'est ceux qui fabriquent les camels. Et donc il fait une lettre dans Nature, hein, c'est un beau journal. Hein. Et donc dans les remerciements, il dit il a eu de l'argent de l'Association française contre la myopathie, mais aussi il a reçu de l'argent de Reynolds Pharma. Donc il dit tranquillement que il a reçu. Et en fait, lui, c'est le spécialiste mondial des récepteurs à la nicotine. Et donc il intéressait beaucoup l'industrie du tabac parce qu'il trouvait potentiellement des bénéfices de la nicotine au niveau du cerveau. Donc voilà, donc lui il a été financé et c'est vraiment un key opinion leader qui a été important pour l'industrie du tabac et on va en reparler. Et donc en fait cette accointance entre l'industrie du tabac et certains scientifiques a été tellement évidente que pour lutter contre l'industrie du tabac, il y a eu le premier traité négocié à l'OMS, il a été fait pour lutter contre l'industrie du tabac. Et il est écrit qu'il faut être vigilant face aux efforts de l'industrie du tabac qui vise à saper ou à dénaturer les efforts de lutte anti-tabac. Et donc en fait, c'est vraiment un texte de défense des États contre l'industrie du tabac qui a été fait et qui, en particulier, interdit, les pays qui signent ces traités-là, on leur demande d'interdire à ce que les chercheurs soient financés par l'industrie du tabac parce que de toute façon, on considère qu'ils sont dans une relation qui est toxique et qu'il va y avoir un moment où ça va être délétère pour l'intérêt général. Le deuxième sujet dans l'industrie du tabac, c'est le commerce illicite, où en fait, on en parle beaucoup en France, on va en reparler après. Une des meilleures façons de lutter contre le tabagisme, c'est d'augmenter les prix. Et donc en fait, depuis toujours, l'industrie du tabac a organisé le commerce illicite, c'est-à-dire que la plupart des paquets de cigarettes qu'on achète dans la rue aux vendeurs à la sauvette sont des paquets faits par l'industrie du tabac. Et donc on sait que tout autour de la France, par exemple, ils inondent les pays où les paquets de clopes sont moins chers, sachant que les gens vont traverser les frontières, on va en reparler. Et donc ça, c'est un tel niveau d'organisation par l'industrie du tabac
qu'il y a eu aussi un traité qui a été fait pour éliminer le commerce illicite, et de grandes décisions, c'était de tracer les paquets de tabac. On devait mettre des marqueurs sur les paquets de tabac pour essayer de tracer ce commerce illicite qui est organisé en fait par l'industrie du tabac. Et donc on verra que c'est un peu plus compliqué que ça, comme toujours. Et puis il y a eu le Covid. Et le Covid, c'est une infection respiratoire quand même majoritairement. Et donc, au début, on dit, sur un papier du Parisien, est-ce que les fumeurs courent davantage de risques en fait? Enfin, l'idée de continuer à fumer alors qu'on risque d'avoir une infection respiratoire sévère qui va nous emmener en réanimation. Et rappelez-vous, on n'avait pas assez de respirateurs, c'était la grande panique, on n'avait pas assez de place en réa. On s'est dit, bon, quand même, là, le tabac, potentiellement, ça va être chaud. On a tout fermé, je vous rappelle, on a tout fermé, on a fermé les librairies, on n'a pas fermé les tabacs, c'est quand même le truc qui est resté ouvert. Ça paraissait impossible de fermer les tabacs. C'est vous dire à quel point c'est un truc puissant. Et ça, c'est des diapos de Philippe Maurice du 21 avril 2020. Donc là, on est en plein cœur de la première vague. Et donc là, ils se disent, ça va être compliqué pour eux. Les messages concernant les effets négatifs potentiels de l'utilisation de nos produits liés à la Covid-19 pourraient entraîner des mesures réglementaires de plus en plus restrictives sur la vente et l'utilisation de nos produits, avoir un impact négatif sur la demande pour nos produits. Donc là, ils anticipent quand même un gros souci industriel en se disant là quand même, on a un virus qui attaque les poumons, probablement qu'on va vendre beaucoup moins de cigarettes. Donc ça, c'est le 21 avril. Et puis là, c'est le miracle. Le 22 avril, boum, France Inter, la nicotine, probablement, il y a une équipe française qui dit que probablement que la nicotine, ça protège du Covid. Et ça vient d'une équipe de la Pitié-Salpêtrière, de médecine interne, qui est une très bonne équipe, c'est vraiment des bons médecins. Et ils décrivent en fait que il y a moins de fumeurs attendu dans les réanimations que par rapport à la population générale. Donc ce qui est une constatation qui a plein de biais, parce qu'en fait, les gens la plupart des gens qui étaient hospitalisés avec le Covid, c'était plutôt des gens âgés, et on sait qu'au cours de la vie, on a plutôt tendance à arrêter de fumer, on est intoxiqué jeune, et puis on s'arrête au cours de la vie. Donc le fait qu'il y ait moins de fumeurs que dans la moyenne de la population générale, n'était pas un truc très fort. Mais comme on n'avait rien, on avait zéro traitement, je vous rappelle à ce moment-là, rien du tout. On n'avait que les masques, et encore, je ne sais même pas si on avait des masques à ce moment-là, et le fait de rester chez soi. Donc ça, c'est ce qu'ils disent, il y a moins de fumeurs que ce qu'on attend. Et donc là, il y a l'Académie des sciences qui fait un papier avec l'hypothèse du récepteur nicotinique qui pourrait protéger, en fait. Donc en plus, on a peut-être une explication physiopathologique. Et donc, qui c'est qui donne cette hypothèse physiopathologique? C'est Jean-Pierre Changeux. Jean-Pierre Changeux qui avait touché beaucoup d'argent de Reynolds et qui est, je vous ai dit, le spécialiste mondial du récepteur nicotinique. Donc, il est connu, il connaît bien le récepteur nicotinique, donc c'est normal qu'on l'écoute. Et pourquoi les médias reprennent ça aussi vite? Parce que y a Jean-Pierre Changeux, il y a Zahir Amoura qui est un des grands professeurs de médecine interne français, et il y a un troisième nom qui traîne, c'est Serge Haroche. Serge Haroche, c'est un prix Nobel de physique français, et son fils travaille dans le service de Amoura. Et donc il a fait le lien avec tous ces gens-là. Et donc finalement, il y a une hypothèse physiopathologique. Les Français, cocorico, on a trouvé que peut-être que la nicotine, ça allait pouvoir permettre de lutter contre le virus. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se rue dans les pharmacies sur les patchs de nicotine, à tel point que Olivier Véran il est obligé de signer une limitation du traitement à 1 mois maximum de patchs par personne, tellement les gens s'arrachent les patchs de nicotine. Et donc, l'industrie du tabac, là, ils sont assez contents, parce que finalement, l'hypothèse de la nicotine, tout le monde se dit, bon, voilà, si la nicotine, ça soigne du Covid, moi, je continue à fumer. Et donc, il y a un autre papier sur plus de malades, 49 000 malades, qui dit la même chose, sauf que, en fait, le papier il va être rétracté
par les éditeurs, ce qui est un événement assez rare hein, en médecine quand on publie un papier. C'est assez rare qu'il soit rétracté. Rétracté, c'est-à-dire que vous êtes chassé en fait. Et on vous dit finalement votre papier on n'en veut plus. Et le papier il est rétracté parce que les auteurs ils n'avaient pas dit qu'ils avaient des liens avec l'industrie du tabac. Voilà. Donc le seul papier qui a confirmé cette hypothèse de la nicotine, en fait, il était fait par des gens qui avaient des accointances avec l'industrie du tabac. Et donc on a, quand cette hypothèse est arrivée, on a mis en place des études, ce qu'il faut faire, avec de l'argent public français, où on a mis des patchs de nicotine aux patients en réanimation. Et donc les résultats ont été publiés bien après et ça ne marche pas du tout. Voilà. Donc voilà, toujours ce problème des relations entre l'industrie du tabac et les médecins qui pose des gros problèmes et on voit à quel point ils sont capables de recruter des gens qui vont faire soit de la mauvaise médecine, soit vraiment raconter des salades. L'industrie du tabac et l'environnement. Donc ça, c'est un vrai sujet dont on parle un peu plus, mais qui était quand même resté assez caché pour l'instant. Donc on voit que la production de tabac se fait principalement au Brésil, en Inde, en Chine et en Indonésie. Donc c'est plutôt des pays où les vendeurs de tabac sont partis. Avant, en France et dans les pays européens, on produisait beaucoup de tabac. Hein. Et puis comme beaucoup de multinationales, les multinationales sont parties dans des pays où les normes environnementales et sociales sont beaucoup moins drastiques. Et donc c'est vraiment ce qui s'est passé pour l'industrie du tabac. Et donc l'industrie du tabac, c'est une catastrophe pour l'environnement à tous les points. Donc en fait, ils sont partis dans des pays pauvres, disons le mot. Et donc l'industrie du tabac, pour faire du tabac, on fait beaucoup de déforestation, on enlève des arbres parce qu'on fait de la monoculture. Et donc là, on a une terre qui devient assez vite pauvre. Donc avant, on met des insecticides, des pesticides, et puis on appauvrit les sols, et puis après, on refait de la déforestation pour avoir des nouveaux champs de tabac. Une fois qu'on a les feuilles de tabac, là encore, il faut du bois pour sécher le tabac. C'est vraiment des cultures faites par des communautés assez pauvres, donc c'est vraiment assez artisanal. Et donc là encore, on coupe du bois pour sécher le tabac, donc encore de la déforestation et on produit du CO2. Il y a la première transformation et le transport vers les usines, donc là encore on a une production de CO2 qui est importante. Et puis après il y a l'usine de fabrication et là c'est là où il y a le plus de dépenses de ressources. Il y a l'eau, beaucoup d'eau, on va en reparler. Il y a l'énergie, énormément d'énergie pour fabriquer des cigarettes. Il y a du CO2 qui est produit. Il faut du papier et du carton pour faire les paquets, donc encore du bois. Et puis il y a plein de produits chimiques qui sont ajoutés pour changer le goût, la couleur. Et puis toujours, ils ont beaucoup travaillé pour que la nicotine monte plus vite au cerveau et qu'on ait une addiction qui soit encore plus importante. Donc ça, encore, il y a de la chimie derrière ça. Et puis après, on l'a vu, hein, entre les lieux de production et les lieux de consommation, il va y encore avoir du transport de façon très importante et de la production de CO2. Et puis le déchet ultime qui est le mégot, on va en reparler, qui est lui aussi est catastrophique. Donc la déforestation, c'est un arbre coupé pour produire 300 cigarettes. Donc ça fait 600 millions d'arbres par an pour l'industrie du tabac. Rien que pour les allumettes, il faut 9 millions d'arbres pour faire les 3000 milliards d'allumettes. Et donc on considère que l'industrie du tabac représente 5% de la déforestation mondiale. Donc c'est pas du tout anodin. Ça, c'est des chiffres qui sont estimés par donc il y a des scientifiques qui ont essayé de reprendre ce que déclare l'industrie du tabac. Donc probablement que c'est sous-estimé en fait par rapport à ce que c'est, parce que c'est uniquement ce que déclarent les industriels. L'énergie consommée par l'industrie du tabac chaque année, on considère que c'est l'énergie nécessaire pour construire 2 millions d'automobiles dans des usines. Donc ça vous donne c'est pas une petite industrie, l'industrie du tabac. Et en équivalent de CO2 produit par an, c'est l'équivalent de 3 millions de vols transatlantiques. Donc on est certain à se dire je vais essayer de prendre moins l'avion, voire plus du tout prendre l'avion. Mais
voilà, si on continue à fumer, on continue à avoir une production de CO2. L'eau, c'est hallucinant. Donc pour produire une cigarette, on considère qu'il faut 3,7 litres d'eau par cigarette. Donc c'est une demi-chasse d'eau à chaque fois que vous fumez une cigarette. Il faut 5 fois plus d'eau pour faire pousser 1 kg de tomates que 1 kg de tabac. Et donc on lutte contre l'accaparement des ressources, par exemple les méga-bassines. Et je pense qu'il faut lutter contre ça. Mais l'industrie du tabac, c'est 26 000 méga-bassines de Sainte-Soline par an, pour avoir une idée un peu. Voilà. Et après, dans l'industrie du tabac, elle pollue l'eau. Donc ce qu'on a dit au moment de la culture, tous les intrants, les insecticides, les pesticides, ils partent dans les nappes phréatiques. Au moment où les usines produisent les cigarettes, là aussi il y a plein de chimie, il y a plein d'eau qui est polluée. Et puis on va le voir, mais là il y a tout le problème des mégots qui sont une catastrophe complète sur le plan de l'environnement et de l'eau. Donc le mégot et les filtres. En gros, aujourd'hui, dans les cigarettes, il y a 90% des cigarettes qui sont fumées avec des filtres. Les gens qui fument des cigarettes sans filtre, alors, il y a de plus en plus de cigarettes roulées, mais ça, je pense que c'est très européen. Voilà, mais au niveau mondial, la plupart des gens, ils fument encore des cigarettes, des Indus, c'est ça on dit. Et donc le mégot. Donc le mégot, c'est 4300 milliards de mégots jetés chaque année dans l'espace public. Donc ça fait 137 000 mégots par seconde qui sont jetés dans l'espace public. Donc le mégot, c'est du plastique. C'est un dérivé du plastique et qui ne protège en rien les fumeurs. Voire même, il y a une théorie qui dit que ça ferait tirer plus et que ça ferait descendre plus bas les toxiques dans le poumon. Donc en tout cas, ça n'a jamais protégé de quoi que ce soit. Une des conséquences des mégots, c'est les incendies. Donc le plus grand incendie en France qui a eu lieu dans les Landes, je crois que c'est dans les années 50, c'est un gardien qui s'est endormi avec son mégot à la bouche dans une cabane dans les Landes. Le tunnel du Mont-Blanc, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous êtes trop jeune si vous vous rappelez. Le tunnel du Mont-Blanc qui est quand même une catastrophe, c'est un mec qui a balancé son mégot par la fenêtre dans le tunnel et c'est parti dans un camion. Et il y a, je crois que c'est Moscou qui a brûlé une fois au 19e siècle à cause d'un mégot de cigarette comme ça. Voilà. Donc les incendies, et donc maintenant il y a de plus en plus d'endroits où on n'a plus le droit de fumer l'été, tellement c'est dangereux de fumer. Mais dans les incendies non criminels dans le sud de la France l'été, il y a beaucoup qui sont des départs d'incendie qui sont juste des mégots de cigarettes jetés par la fenêtre. Et le mégot, c'est un concentré des toxiques de toute la cigarette. Donc il y a 400 toxiques à peu près 400 molécules dans un mégot et on considère qu'il y a à peu près 40 qui sont cancérigènes. Et donc il y a une étude marrante qui a été faite, vous prenez des poissons, vous mettez un mégot de cigarette par litre, et en fait, donc ça c'est des poissons, les topsmelt. Et donc quand vous mettez un mégot par litre, il y a 50% des poissons qui sont morts au bout de 4 jours. Voilà. Donc ça vous donne la toxicité du résidu qui est un concentré qui donc met énormément de temps à se dégrader. Et donc à chaque fois qu'on met un mégot dans la nature, on va avoir des toxiques qui vont pendant des années et des années se diffuser dans l'environnement. Voilà. Alors, l'industrie du tabac et les femmes. Est-ce que l'industrie du tabac est féministe? Donc ça, si vous voyez comme ça, c'est un index de empowerment des femmes. Donc c'est-à-dire que par pays, on fait un score en fonction de l'accès aux femmes
aux études, au pouvoir économique, au pouvoir politique. Et donc, et ça, c'est le ratio entre les hommes et les femmes, le nombre de femmes qui fument sur le nombre d'hommes qui fument. Donc, en gros, plus votre ratio il est élevé, ici, plus vous avez... Donc là, on est supérieur à 1. Donc là, en Suède, il y a plus de femmes qui fument que d'hommes. D'accord? Et là, on est à 0, enfin on est juste en dessous de 0. Donc au Bangladesh, il n'y a quasiment pas de femmes qui fument par rapport aux hommes. D'accord? Et donc on voit qu'il y a une corrélation assez claire entre ce rapport. Plus les femmes fument, plus les femmes fument autant que les hommes, plus ce pouvoir, empowerment, je ne sais pas comment traduire, mais ce pouvoir des femmes, ou en tout cas cet accès aux femmes au pouvoir, est meilleur. Donc, on dirait que le fait de fumer pour les femmes est associé à une meilleure égalité homme-femme, disons. Et donc, on a depuis assez longtemps cette notion, quoi, l'image de la garçonne qui fume, là, qui date d'assez longtemps, et puis des intellectuelles femmes féministes qui fumaient. Sauf que cette histoire, en fait, ça vient de la propagande de l'industrie du tabac. Et donc, dans les années 30, en 1929 exactement, les industriels du tabac, ils ont un petit stagnation dans leur vente là, et puis ils se disent c'est quand même bête parce que les femmes elles fument pas beaucoup, c'est bête de se priver de la moitié de la moitié de l'humanité comme clientèle. Et donc ils vont voir Édouard Bernays. Édouard Bernays, c'est le neveu de Freud. Et lui, il a participé pendant la Première Guerre mondiale à une commission mise en place par le gouvernement américain pour changer l'opinion des Américains sur la guerre. Parce que les Américains, ils ne voulaient pas rentrer en guerre, en fait. La Première Guerre mondiale, l'opinion américaine était contre l'entrée en guerre des Américains. Et donc, ils ont fait une opération de propagande, on peut dire ça, à l'échelle de tout le pays, avec des spots publicitaires, mais aussi le fait de trouver des leaders d'opinion dans chaque communauté qui allaient défendre le point de l'entrée en guerre. Et donc c'est cette affiche là de on veut que vous vous engagiez fait partie de cette campagne. Et ça a très bien marché puisque l'opinion a basculé et les Américains sont rentrés en guerre. Et donc Édouard Bernays, il a été tellement impressionné de la puissance de leur méthode qu'il a écrit après un bouquin qui s'appelle Propaganda, que je vous conseille de lire, qui s'appelle Comment manipuler l'opinion démocratie, et qui explique en fait il y a une minorité qui, si elle a les bons outils, peut faire basculer les masses, et qu'on peut tout à fait faire changer les opinions en faveur d'une petite minorité qui serait le leader, en gros. Voilà. Goebbels, il s'est beaucoup, on dit que Goebbels il s'est beaucoup imprégné de ce bouquin. Voilà, donc c'est vraiment les idées de la propagande de masse. Et donc après cette campagne américaine, Bernays il crée une boîte et il fait du conseil en fait. Il crée les premières boîtes de conseil. Et donc il va les vendeurs de tabac vont le voir en disant est-ce que tu as une idée pour qu'on puisse avoir un peu plus de femmes qui fument? Et donc, il est dans le milieu de la psychanalyse, là, donc il discute un peu. Et on lui dit, écoute, la cigarette, c'est évident, c'est un symbole phallique. Et donc, si les femmes s'emparent de la cigarette, elles s'emparent du pouvoir de l'homme. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut communiquer. Et donc, Édouard Bernays, il organise une fausse manifestation de féministes. Et il convoque la presse et il leur fait faire sortir ces cigarettes qu'elles fument. Donc c'est cette image-là, là, c'est le seul truc que j'ai retrouvé. Et c'est une parade à New York, voilà, donc un truc bien organisé, on appellerait ça quoi, un happening ou je sais pas quoi. Et elles sortent, elles appellent ça les flambeaux de la liberté. Et ça c'est le début de l'histoire. Et encore aujourd'hui, partout, les femmes qui fument, c'est associé à la liberté. Donc c'est, rappelons-le, juste une toxicomanie. Et donc le résultat, c'est ça.
C'est-à-dire que les femmes sont en train de rattraper les hommes sur le taux de cancer du poumon parce qu'elles ont commencé à fumer quand même plus tard. Et le fait de fumer est devenu normal pour les femmes un peu plus tard. Et donc, le cancer du poumon, il a tendance à plutôt stagner, voire baisser chez les hommes. Et comme c'est décalé plutôt de 30 ou 40 ans, le cancer, ben, on a une augmentation du cancer du poumon féminin. Voilà, donc la notion d'égalité et le combat de l'accès à la cigarette pour les femmes est quelque chose qui a été complètement construit par l'industrie du tabac, avec malheureusement un succès énorme. L'industrie du tabac et les enfants, gros sujet. Donc on l'a dit, hein, les vendeurs de tabac, ils ont délocalisé dans des produits dans des pays avec des normes sociales et environnementales plus faibles. Et donc la résultante de ça, c'est qu'il y a, alors ça date des années 2014, c'était Human Rights Watch, je crois, qui avait fait cette étude. Alors c'est toujours pareil, c'est difficile d'avoir des chiffres, hein, donc mais il disait il y a au moins 1 million d'enfants qui travaillent dans les champs de tabac dans le monde. Donc, et donc il y a plusieurs conséquences à ça, c'est-à-dire que bon, c'est des enfants qui travaillent, et ils travaillent parce que leurs parents sont mal payés pour faire le travail dans les champs, sinon ils enverraient leurs enfants à l'école. Et qu'il y a eu plein de sollicitations de l'industrie du tabac sur ce sujet, et ils ont dit ok, on va construire des écoles, mais ils construisent des écoles mais ils payent pas mieux les parents, donc les enfants continuent à aller travailler dans les champs. Le fait pour les enfants, c'est une activité qui est très dangereuse, d'une part parce qu'ils sont dans les champs avec des coupes, des choses comme ça, mais aussi parce qu'il y a une maladie propre au tabac. Ça s'appelle la maladie du tabac vert, et quand on tient les feuilles de tabac à bras nus, en fait la nicotine peut traverser la peau, et donc on peut faire des intoxications à la nicotine qui peuvent donner, pour ceux qui ont beaucoup fumé, quand on fume trop on a envie de vomir, et ça donne ça à mes puissance 10, et donc c'est des intoxications avec des enfants qui font des vomissements et des diarrhées de façon très importante, et donc s'ils n'ont pas accès à un service de soins avec des perfusions, en fait ça les met vraiment en danger. Donc il y a la maladie du tabac vert est quelque chose qui met ces enfants en danger. En dehors du fait que travailler pour les enfants c'est quand même un problème. Et donc c'est les pays pauvres, mais pas que, hein, puisque aux États-Unis, dans le secteur agricole, il y a des lois spécifiques qui permettent aux enfants de travailler dans les champs à partir du moment où ils ont l'autorisation de leurs parents. Donc autant vous dire que ce n'est pas les enfants des boursiers de Wall Street qui travaillent dans les champs de tabac et qui donnent l'autorisation. Voilà, mais donc dans les pays dits riches, l'industrie du tabac a réussi à faire qu'il y ait des lois qui permettent de faire travailler des enfants dans les champs de tabac. L'industrie du tabac cible les enfants. Pourquoi elle cible les enfants? Parce qu'elle sait très bien que plus on commence tôt, plus on va fumer longtemps. Et en gros, 90% des fumeurs ont commencé avant 18 ans. Et donc, en permanence, sur le tabac, la cigarette, ils sont un peu moins... Ils sont un peu moins agressifs dans les pays occidentaux, mais ils sont agressifs sur les produits à base de nicotine. Donc tout ce qui est cigarettes électroniques, puff et tout ça. Et donc on voit qu'il y a, en particulier sur Internet et les réseaux sociaux, une grosse utilisation des influenceurs pour vendre les produits de la nicotine. Et par contre, ils inondent les enfants des pays en voie de développement, et on sait qu'il y a des distributions gratuites de cigarettes devant les écoles en Afrique pour attraper cette population, parce que voilà, ça c'est très bien prouvé scientifiquement que plus le cerveau va s'habituer à la nicotine et va devenir dépendant, plus ça va être difficile d'arrêter de fumer. Alors, l'industrie du tabac et la démocratie. Donc l'industrie du tabac, c'est des précurseurs, je vous l'ai dit, et donc ils ont utilisé, donc il y a au cours du XXe siècle, à la fin du XXe siècle, on a mis en place les traités de libre-échange entre différents pays,
Et donc, ce qui a été un pendant de ça, ça a été de mettre en place ce qu'on appelle des tribunaux arbitraux supranationaux. Et ça, c'est l'idée que si vous avez une multinationale qui va dans un pays et que le gouvernement tout d'un coup change, il veut nationaliser ou des choses comme ça, ça va pas être la justice du pays qui va pouvoir bien faire la justice si elle est dépendante du gouvernement. Donc, il faut des tribunaux supranationaux. Et donc, on a créé une justice indépendante et qui fait que, en gros, si vous avez un différend comme ça, vous payez un arbitre, qui est un avocat, vous choisissez un arbitre, l'autre choisit un arbitre, et ces deux arbitres vont choisir un troisième. Et c'est dans ce truc-là que ça va s'arranger. C'est des gens qui sont payés énormément d'argent. Et voilà. Et donc, Philip Morris, donc en 2005, il y a un ancien cancérologue qui devient président de l'Uruguay, et qui décide de faire une campagne agressive anti-tabac. Et donc, Philip Morris saisit un tribunal arbitral comme ça, au nom d'un traité avec la Suisse, en disant que ça va contre ses intérêts financiers et commerciaux. Et donc, pour l'Uruguay, qui a un PIB de 40 milliards, il demande 4 milliards de dédommagement, c'est-à-dire 10% du PIB, ce qui est énorme. Et voilà. Et donc, pour vous mettre en face la puissance, le bénéfice de chaque année, à ce moment-là, maintenant c'est 20 milliards plutôt, mais le bénéfice à ce moment-là de Philip Morris, c'était 10 milliards par an. Et donc, en fait, ces tribunaux arbitraux mettent beaucoup de temps à étudier les dossiers. Et donc, ça a duré une dizaine d'années avant que Philip Morris soit débouté. Mais pendant 10 ans, tous les autres pays n'osaient plus bouger, parce qu'ils se sont dit, si Philip Morris nous attaque comme ça et qu'on doit payer 10% de notre PIB, ça va faire très mal. Donc, ça, c'est vraiment l'exemple où Philip Morris, de mauvaise foi, saisit ce tribunal arbitral pour lutter contre les lois qui sont en faveur de la santé publique et contre le tabac. En France, on a en permanence une accointance de certains politiques, et donc ça, c'est un exemple de deux députés, Charles de Courson, dont on entend parler souvent, et donc qui est plutôt de droite, centriste de droite, quoi, et un socialiste qui avait posé exactement le même amendement, qui était en faveur des vendeurs de Marlboro, et qui faisait perdre de l'argent à l'État. Voilà, bon, ça s'est passé crème. Hein. Et donc de Courson, il a récidivé quelques années après, où il a défendu le tabac à chauffer lui aussi pour Philip Morris. Et puis il y a ce qu'on appelle les revolving doors, c'est-à-dire qu'entre la haute fonction publique ou les assistants parlementaires, un passage vers l'industrie du tabac qui pose peu de problèmes à grand monde, alors que c'est vraiment une industrie qui devrait être complètement mise au banc de la société. Au niveau européen, on avait cette histoire, je vous ai dit, de tracking des paquets. Et en fait, il y a eu encore un scandale, c'est-à-dire que le DG Santé qui a choisi la boîte, en fait, après, il est parti bosser pour la boîte. Donc, il y a eu quand même un petit peu de conflit d'intérêts. Sur les accords européens, on a interdit les produits dont la production conduit à la déforestation. Donc, dedans, il y a du cacao, du café, du soja, mais il n'y a pas le tabac dedans. Et il y a pareil, un mécanisme européen de taxe carbone aux frontières. Je vous ai dit, la consommation la production de carbone par l'industrie du tabac, elle est énorme, mais le tabac n'a pas été du tout embêté. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont très 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 présents au niveau du lobbying à Bruxelles, et c'est vraiment à Bruxelles que ça se joue, le lobbying sur la plupart des multinationales. Et vous voyez que de 2019 à 2020, ils ne font qu'augmenter leurs dépenses de lobbying. Ils ont de plus en plus de personnes à Bruxelles qui travaillent. Ils ont doublé entre 2019 et 2022. Et ils ont des rencontres régulières avec les gens de la Commission. Quand c'est déclaré, c'est pas toujours déclaré. L'industrie du tabac et le commerce illicite, c'est un vrai sujet tout le temps dans les débats publics. Et donc, on a une propagande sur le prix du tabac, parce que le prix du paquet, il augmente et la consommation baisse. Ça, c'est à peu près prouvé dans tous les pays. Et ça marche d'autant mieux qu'on augmente rapidement le prix du tabac. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait des fumeurs qui arrêtent de fumer parce que ça coûte trop cher. Et donc, à chaque fois, les buralistes, c'est assez français les buralistes. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays au monde où on achète les paquets de cigarettes, soit dans les supermarchés, soit dans les machines. Mais le buraliste, qui est vraiment le représentant qui vend du tabac principalement, en France, c'est vraiment la voix de l'industrie du tabac. Et donc là, ils ont encore fait une manifestation il n'y a pas longtemps pour dénoncer le marché parallèle. Et donc ça fait des années
qu'en fait, il n'y a pas de vraie lutte contre le commerce illicite. Je vous l'ai dit, le commerce illicite, c'est des produits faits par Big Tobacco. Hein. Il y a très peu de contrefaçons. Et donc, il y a plein d'études et de papiers qui ont été faits sur ce qu'il faudrait faire. Il n'y a pas de prix européen du paquet, alors ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire que nous, les gens passent les frontières en permanence pour aller acheter des paquets moins chers de l'autre côté. Il n'y a pas de livraison par pays en fonction de la consommation, c'est-à-dire que le Luxembourg, ils reçoivent une dose faramineuse de cigarettes comme si tout le monde fumait 3 paquets par jour à partir de 1 an, quoi. Donc voilà, de façon délibérée, les vendeurs de cigarettes inondent les pays limitrophes et il n'y a pas la traçabilité des paquets qui permettrait de dénoncer le commerce illicite. Ça, c'est la variation des ventes. Donc c'est Covid, ça. Donc c'est pendant on avait fermé les frontières. On n'avait pas fermé les tabacs, mais on avait fermé les frontières. Et donc c'est la différence de vente dans les départements limitrophes au moment où on ferme les frontières. Et donc vous voyez bien que en fait ça explose. Enfin, ça revient à la normale en fait au moment du Covid, quand on peut plus passer les frontières dans les zones frontalières. Voilà. Donc les gens vont juste acheter leurs cigarettes un peu plus loin quand ils ont possibilité. Donc effectivement, une des façons de faire, ça serait d'harmoniser le prix des clopes. Alors, il y a cette étude qui est faite chaque année par l'industrie du tabac et qui est reprise quasiment sans discussion par la presse. C'est une étude qui est payée par l'industrie du tabac à un cabinet de conseil qui s'appelle KPMG. Et donc, en fait, c'est des enquêtes qui sont faites sur... ils ramassent des paquets dans la rue ou dans les poubelles, ou voilà. Et en fait, c'est les vendeurs de cigarettes qui amènent à KPMG les paquets et c'est KPMG qui les compte. Et donc, en gros, KPMG disent, bon, on n'est pas tout à fait sûr de la méthodologie, mais bon, chaque année, ils le refont. Et ce qui fait que en France, ils arrivent à dire qu'il y a plus de 30% de la consommation qui serait du commerce illicite, en fait, de la contrebande. Et puis il y a l'OFDT, qui est l'organisme qui suit l'organisme public. Puis lui, il a une méthodologie qui paraît plus logique, c'est qu'il demande aux fumeurs où est-ce qu'ils ont acheté leur dernier paquet de cigarettes. Et donc on s'aperçoit que le dernier paquet de cigarettes, c'est 80%, c'est dans le bureau de tabac. Dans les pays limitrophes, c'est 15%. Et dans les duty free, les autres pays. Et puis en fait, dans la rue, c'est que dalle. Donc en fait, l'idée que le commerce illicite est en train d'exploser, c'est vraiment de la propagande des buralistes de l'industrie du tabac pour lutter contre l'augmentation du prix du paquet de cigarettes, alors qu'on sait que c'est exactement ça qui permet de diminuer la consommation. Il y a un vrai souci aussi sur le commerce illicite. Alors il parle beaucoup du commerce illicite en disant que c'est une délinquance importante. Il y a une vraie délinquance qui est la vente par les buralistes de cigarettes aux mineurs. Et donc il y a des testings qui sont faits chaque année par les associations. Et donc il y a entre 50 et un tiers la moitié et un tiers des buralistes qui vendent des tabacs aux mineurs, sans demander quoi que ce soit. Voilà, et avec l'idée que je vous ai dit tout à l'heure, hein, plus on commence jeune, plus on va être accro. Voilà, et donc là, dans un pays où on demande beaucoup de tolérance zéro, je crois, pour la délinquance, il n'y a pas beaucoup de répression pour cette population qui vend un produit dont on sait très bien qu'ils vont tuer la moitié de leurs consommateurs. Donc là, il y a le syndicat des buralistes qui est très puissant en France et qui est très choyé par les ministres du budget à chaque fois. Et donc lui, c'est l'ancien président du syndicat qui disait « J'en ai ras-le-bol des associations qui passent leur temps à critiquer. Les buralistes sont des commerçants responsables, sensibilisés. » Et puis, il y a Gabriel Attal qui a dit « Aider les buralistes, c'est aider la France qui travaille dur. » Et les buralistes sont l'un des meilleurs maillons du service public sur le terrain. Ça, j'avoue qu'en tant que soignant de l'hôpital public, assimiler les buralistes au service public, ça fait un peu mal. Et puis surtout que Philippe Coy, donc ce charmant monsieur, il a reçu la Légion d'honneur il y a 3 ans. Donc il y a un vrai problème quand même de positionnement de l'État par rapport aux buralistes et à l'intérêt général. Alors, on nous dit toujours que les buralistes et la cigarette, ça fait des revenus pour l'État. En fait, c'est faux. Donc il y a une partie de la TVA qui va directement dans les caisses de la sécurité sociale. C'est de l'ordre de 16 milliards par an.
les pathologies induites par le tabac, ça nous coûte 26 milliards par an par la Sécu. C'est notre argent, hein, c'est nos cotisations. Et donc, si on considère juste sur les soins, pour que la vente de cigarettes rapporte ces 26 milliards, il faudrait mettre le paquet de cigarettes à 40 € à peu près. Et quand on s'intéresse au coût social du tabac, c'est-à-dire au-delà des soins, c'est tout ce qui n'est le fait de ne pas travailler, de tout ça, on considère que c'est 120 milliards d'euros par an. Je vous rappelle que le budget de l'assurance maladie, c'est 250 milliards. D'accord ? Donc ça donne des proportions, c'est un budget énorme. Et alors le dernier truc que j'ai lu là, ces derniers jours, je n'ai pas trouvé de chiffre pour la France, mais le coût environnemental du tabac, il est estimé pour l'Europe à l'équivalent du budget, qui est le premier budget de l'Europe, c'est la politique agricole commune. Voilà, donc ça vous donne l'idée des sommes faramineuses que nous coûte l'industrie du tabac. L'industrie du tabac, c'est aussi la lutte des classes, parce que comme toujours avec les produits du capitalisme, c'est toujours les plus pauvres qui trinquent. Hein. Donc les obèses, c'est plutôt les gens qui gagnent le moins en France. Et le tabac, c'est la même chose. Il y a deux fois plus de gens qui fument chez les personnes qui n'ont pas le bac versus les gens qui ont le bac. Et il y a toute une corrélation avec la précarité et le fait de fumer. Et donc il y a Robert Proctor qui a écrit un bouquin qui s'appelle Golden Holocaust, qui raconte l'histoire d'un cadre de Reynolds, quelqu'un qui arrivait, qui trouvait plein de paquets de cigarettes chez Reynolds, il disait est-ce que je peux en prendre? Et il disait bah oui bien sûr, nous on réserve ce droit aux pauvres, aux jeunes, aux noirs et aux stupides. Et c'est vraiment ça l'idée de cette industrie, c'est la manipulation des plus fragiles. On a tous dans notre inconscient une bonne raison de fumer. Ils sont très forts. Ils nous ont voilà, donc ils ont fait les manifestations féministes. Ils ont payé Lorraine Bacal pour fumer. Et Lorraine Bacal qui fume, c'est quand même très glamour. Il y a le cow-boy Marlboro, bien viriliste, qui est mort lui aussi d'un cancer. On peut aimer Ronald Reagan, et qui a aussi fait des campagnes pour le tabac. Mais ils ont aussi créé des cigarettes pour les blacks américains au moment des droits civiques. Spécifiquement, ils les ont ciblés. Ils ont réussi à faire de la pub pour certains festivals de jazz, mais aussi pour la Formule 1. À un moment, il y avait de la Marlboro partout dans la Formule 1. Ils ont fait des cigarettes spécifiquement pour les femmes noires américaines qui voulaient être élégantes. Et puis ce beau slogan, les cigarettes, c'est comme les femmes, les meilleurs sont maigres et riches. Et puis Jean Dujardin qui aussi lui participe. Donc en fait on a tous dans notre inconscient, ils ont tellement segmenté les marchés qu'ils nous ont tous mis dans l'idée quelque chose qui rend désirable la cigarette. Et puis quand même la cigarette ça a tué beaucoup de gens importants. Hein. Donc ça c'est Ambroise Croizat qui a mis en place le plan de la sécurité sociale, ministre communiste. Juste après la guerre, il est mort à 50 ans d'un cancer. Pierre Bourdieu aussi, il est mort d'un cancer assez tôt. Prévert. Bogart, il est mort d'un cancer de la gorge. Bakri, moi j'adore Bakri, il est mort jeune aussi d'un cancer. Bachung. Et puis Ventura, il est mort à moins de 70 ans d'un cancer du poumon. Voilà, donc dans nos univers, si on veut lutter, si on veut faire de la culture, il faut être vivant et la cigarette nous tue. Donc voilà, ça fait partie de la discussion, je pense. L'industrie du tabac, ça tue beaucoup quand on regarde de façon relative. C'est 75 000 morts par an à peu près. La pollution de l'air, on considère que c'est 48 000. L'alcool, 41 000. Et les accidents de voiture, on fait énormément pour les accidents de voiture. Il y a énormément de répression pour la délinquance routière. Et c'est beaucoup trop, hein, c'est 3300, à peu près 3000 morts par an. Mais quand on compare 3000 morts par an aux 73 000 morts du tabac et la répression qu'on fait, c'est pas assez. Et surtout, on parle des morts, mais je peux vous dire que les malades de la cigarette, c'est pas beau à voir, hein, les insuffisances respiratoires, les cancers, les insuffisances cardiaques, les AVC, c'est beaucoup de souffrance avant de mourir. L'industrie du tabac, c'est des gens qu'on n'aime pas. Le B de OCB, c'est quoi? Bolloré. Margaret Thatcher, quand elle est partie de son poste de Premier ministre, elle est partie travailler chez Philip Morris. Et Olivier Véran, qui pensait qu'en montrant ses biceps, ça allait pousser les gens à se faire vacciner, c'est devenu un défenseur
des sachets de nicotine et maintenant il fait de la pub et de la retape pour les vendeurs de nicotine. Voilà. Donc en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que l'industrie du tabac, c'est probablement celle qui a inventé le pire du capitalisme et qui continue à le faire. Fumer, c'est pas une liberté, c'est une dépendance. Consommer du tabac, ça pose le problème de la liberté individuelle avec toutes les conséquences que ça a versus l'intérêt collectif, l'intérêt du collectif. Si on veut lutter contre le tabagisme, il faut lutter contre l'industrie du tabac et pas contre les fumeurs. Mais je pense que dans le débat actuel politique qu'on entend, on en fait trop une question individuelle alors que ça devrait être un combat collectif. Et je pense que après tout ce que je vous ai dit, on devrait être d'accord ensemble que c'est une nécessité morale, sanitaire, financière et écologique. L'enjeu, c'est d'obtenir une dénormalisation du tabac et de son commerce à tous les niveaux de la société. C'est pas normal de vendre du tabac à des gamins, c'est pas normal de vendre du tabac, de vendre un produit dont on sait que la moitié des consommateurs réguliers vont en mourir. Donc l'enjeu, c'est un enjeu politique majeur, c'est pas un enjeu sanitaire, c'est un enjeu politique majeur. Et je pense que il faudrait enseigner l'histoire de l'industrie du tabac aux gamins qui sont la cible. Et rien que le fait de les prévenir qu'ils sont une cible, c'est très important. Et que c'est comme ça qu'on va dénormaliser le tabac. Et ce que j'aime bien dire, c'est que vu tout ce qu'on sait sur cette industrie-là, la façon dont elle s'est fait attraper, ses conséquences, tant sur la santé, sur la démocratie, sur la confiance dans les institutions et sur l'environnement, si on n'arrive pas à gagner contre cette industrie-là, je vois même pas comment il peut imaginer gagner contre les autres industries qui accaparent les ressources, polluent la planète et nous empoisonnent. Donc, à mon avis, c'est vraiment la base du combat de s'attaquer à l'industrie du tabac. Sinon, je vois pas trop comment on peut espérer sauver la planète. Voilà, donc ça c'est juste le slogan de l'OMS qui fait bien Black Bloc. Mais voilà, je pense que c'est bien au niveau de l'importance. Le tabac tue. On est en guerre contre l'industrie du tabac et on va continuer à se battre jusqu'à ce qu'on batte Big Tobacco. Voilà, merci de votre attention. J'ai un peu dépassé. Hein. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, des engueulades ? Moi, je voulais vous demander comment, justement, alors qu'on sait que c'est toxique, le tabac, comment on a pu en arriver à un stade où ce soit en vente libre, enfin, c'est un peu comme l'alcool, quoi. On ne confond pas trop hein, quand on fume pas. Alors, quand on regarde l'histoire, en fait, c'est assez vite, des gens ont compris. Alors, la dépendance, elle a été décrite très vite, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un proche de comment il s'appelle, un proche de Christophe Colomb, voilà, je ne trouvais plus, qui a écrit la découverte et qui décrit dès le début que les jeunes marins espagnols qui fument du tabac, ils ont beaucoup de mal à s'arrêter. Donc ça a été vu tout de suite. Après, donc des gens ont compris très vite qu'il y avait de l'argent à se faire, mais comme avec le sucre, comme avec tous les autres produits de ce qu'on a appelé le Nouveau Monde, hein, de façon très méprisante. Mais à ce moment-là, on ne savait pas que c'était dangereux, à vrai dire. Enfin voilà, il n'y avait pas cette... Puis l'espérance de vie était tellement basse que je ne sais pas si les gens arrivaient à être exposés assez longtemps à la cigarette pour avoir le cancer. Donc voilà. Donc l'expansion du tabac, elle se fait parce que c'est une drogue dure et parce qu'il y a de l'argent à se faire. Et après, la toxicité, elle arrive après. Mais le problème, c'est qu'une fois que la toxicité est connue, l'industrie du tabac a tout fait pour enfumer tout le monde. Et voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire. Il y a par exemple des projets de ne plus vendre de cigarettes à partir d'une certaine génération. C'est-à-dire qu'à partir de, je sais pas, les gamins nés en 2000,
on est en quoi là, 2025, on pourrait dire que ceux qui vont avoir 10 ans maintenant, on dira c'est interdit de leur vendre des cigarettes, quoi, et qu'il y aura une génération sans tabac, et puis les autres, voilà, que ça va s'éteindre. Donc ça, il y a ce genre de proposition. Voilà. Ça, c'est sur la cigarette. Ce qui paraît complètement hallucinant, c'est les produits de la nicotine. C'est-à-dire que donc la nicotine, la cigarette, on est d'accord que c'est un produit qui n'apporte rien. Ça n'a aucun bénéfice. Parce que la discussion, c'est toujours ouais, mais ok, mais t'as un iPhone. Ouais, j'ai un iPhone. Tu prends l'avion de temps en temps. Voilà. T'as une bagnole. J'ai pas de bagnole, mais tu prends la bagnole. Mais sauf que l'iPhone, malgré tout, il a une utilité. C'est un téléphone. La voiture, ça peut avoir une utilité. Le tabac n'a aucune vertu, en fait. Et c'est même pas un plaisir de la vie. C'est-à-dire que ce qui est bon, c'est d'être toxico. Il y a des gens qui se réunissent pour manger du bon chocolat, qui goûtent du bon café. Ça n'existe pas pour la cigarette. Il n'y a pas de spécialiste de la Marlboro versus la Lucky Strike. Et l'œnologue, même s'il y a plein de problèmes avec l'alcool, l'œnologue, c'est le spécialiste du bon pinard. Le tabacologue, c'est celui qui vous fait arrêter de fumer. Donc, c'est pas un bon produit de la vie, le tabac. Donc, et là, on est en train de refaire la même chose avec la nicotine. C'est-à-dire que tous les produits de la nicotine, ils ciblent les gamins. Et donc, quand on fait des produits, des cigarettes électroniques, des choses comme ça, avec des goûts barbe à papa, fraise et tout ça, c'est bien pour cibler les enfants. Et donc, ça veut dire que notre société, elle accepte de vendre de la nicotine. La nicotine, au départ, c'est un insecticide naturel des plantes, d'accord, qui est très addictif. Et donc, on accepte de vendre un produit uniquement addictif aux enfants parce que ça va permettre de faire de l'argent à certaines multinationales. Et ça, au niveau organisation de notre société, je trouve ça catastrophique. Je ne sais pas si vous avez... Il y a un film qui raconte l'histoire de José Bové avec la manipulation. En fait, donc je vous ai dit, le pouvoir sur le tabac, il est en Europe. Et donc il y a des directives tabac. Il y en a une qui va être de nouveau discutée là. Donc c'est le grand branle-bas des lobbies. Mais la dernière fois que ça a été discuté, il y avait le commissaire à la santé, John Daly, qui a été obligé de démissionner, et il a été victime d'une manipulation de l'industrie du tabac en disant qu'il avait touché de l'argent, et en fait on s'est aperçu que c'était pas vrai. Et donc il y a José Bové qui a raconté ça dans un bouquin, et après ça fait l'objet d'un film. Et donc en fait, ce qu'il dit pas dans le film et qu'il dit dans le bouquin, c'est que dans ce projet de directive tabac, tous les produits de la nicotine devaient être vendus en pharmacie, comme les patchs en fait. Et la cigarette électronique, si on pense que c'est un produit qui aide à arrêter de fumer, et probablement que ça l'est, ça doit être vendu en pharmacie. Mais ça ne peut pas être vendu dans des beaux magasins qui essayent de laisser penser aux enfants que c'est cool et que c'est juste un phénomène de mode. Donc là, il y a un vrai sujet, à mon avis, sur le fait d'interdire complètement les produits dérivés du tabac à la vente pour le grand public. Bonsoir. Qu'est-ce qui motive le plus à fumer aujourd'hui, puisque bon, même Lucky Luke ne fume plus depuis longtemps, et puis en tant que femme, on sait bien que l'égalité homme-femme, elle n'est pas dans le fait de fumer. Elle est ailleurs. Alors, je ne sais pas si on le sait tant que ça, d'une part. Je crois que l'industrie du tabac, elle a réussi à toujours communiquer sur l'interdit, et ils arrivent encore à le faire. Moi, je regarde pas beaucoup, mais d'après ce que me disent mes filles, ça fume beaucoup dans les séries, par exemple. Il y a énormément de fumeurs dans les séries. Il y a un truc qui s'appelle Peaky Blinders, là, une série. Ça fume, mais grave, quoi, tout le temps. Et donc, ce truc de... les héros, il y a des héros positifs qui fument, en fait. Et ça, c'est quand même quelque chose de très puissant. Et dans le cinéma, ça continue, hein, fumer beaucoup. Alors... Dans le cinéma, ça continue à fumer. Dans les séries, ça fume beaucoup. Après, il y a tout le passé. C'est-à-dire qu'on regarde encore Lorraine Bacall et Humphrey Bogart de temps en temps, et il faut continuer à regarder. C'est des beaux films, mais ça donne quand même très envie de fumer. Et donc un imaginaire qui est là, quoi.
Et donc après, il y a, je pense qu'il y a toujours cette idée qu'on a tous, du fait du marketing de l'industrie du tabac, une bonne raison de fumer, un truc qui nous donne envie de dire que c'est cool quand même. Et après, on voit bien, enfin, ce qui se passe avec l'industrie de la nicotine. Hein. Maintenant, le premier contact avec la nicotine chez les ados, c'est plus souvent avec la cigarette électronique qu'avec la cigarette classique. Donc, si un truc est complètement débile, c'est la cigarette électronique. On va fumer un produit, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et ça va être un goût barbe à papa ou je sais pas quoi. C'est complètement débile. En plus, c'est climaticide. Enfin, c'est un produit électronique voilà. Et pourtant, ça marche. Donc c'est vraiment la puissance du marketing en fait. Et c'est pour ça que le tabac, c'est vraiment pour moi l'archétype du capitalisme, quoi. C'est comment on arrive à nous vendre un produit dont on n'a rien à faire en fait, qui nous apporte rien. Et pourtant c'est une industrie qui fait énormément d'argent et qui a énormément de clients. Et on n'arrive pas à avoir une critique collective de ce genre de processus. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, comment dire, c'est pas pour rien non plus qu'on commence à fumer à l'âge de 13 ans, c'est pour aussi, soit parce qu'on est contre la société, contre les parents, ou je ne sais pas, une espèce de rébellion. Ça fait quand même partie de la psychologie, enfin, je sais pas, dans les familles, les parents fument, enfin, vous voyez, il y a aussi un aspect un peu, pas sociologique, mais psychologique, non ? Je suis pas sûr qu'il y ait qu'une seule explication. C'est-à-dire que moi, je me rappelle un débat comme ça, et une dame qui m'engueulait, qui m'a dit, mais bien sûr, moi j'ai fumé pour faire chez mon père. Et voilà, et ça a beau être une manipulation de l'industrie du tabac, elle avait l'impression de, et ça faisait chez son père, je pense, et elle avait l'impression de gagner une liberté. Voilà, donc ça c'est vrai. Après, quand on lit Édouard Louis, il y a aussi tout un truc de virilisme, aussi les milieux, c'est toujours les mêmes qui souffrent de ça en fait, de ceux qui fument, qui picolent, qui ont les accidents de voiture. Enfin, c'est plutôt toujours un peu les qui ont tendance à prendre de la malbouffe et tout ça. Donc il y a quand même enfin, c'est ça, hein, c'est vraiment la lutte des classes, hein, le tabac. C'est les pauvres qui meurent plus du tabac, hein, et pourtant ça coûte une blinde. Donc, moi, je crois que c'est vraiment la force de la propagande du capitalisme. Hein, et avec cette façon de segmenter. Le plus fou, c'est quand même la lutte pour les droits civiques. C'était quand même associé beaucoup à une dénonciation du capitalisme. Et pourtant, ils ont réussi à faire des clubs spécifiques pour les hommes avec la coupe afro, avec les femmes avec la coupe afro, avec des femmes hyper élégantes. Enfin, ils arrivent à s'adapter. Voilà. Et donc, en fait, c'est là où il doit y avoir des limites dans la liberté d'entreprendre, en fait. Et ce qu'on a fait avec le traité de l'OMS, il dit c'est interdit de discuter avec les vendeurs de clopes. Vous êtes scientifique, c'est interdit. Mais ça devrait être la même chose. C'est interdit de vendre de la nicotine en dehors des pharmacies. C'est interdit de vendre de la cigarette à des enfants, sinon Enfin là, je regardais, ils ont augmenté l'amende. Donc au maximum, s'ils se font gauler à vendre des cigarettes, je pense qu'il n'y a jamais de prune. Hein. Mais au maximum, c'est 1 500 € par rapport à ce que ça leur rapporte. Donc voilà, il n'y a pas de vraie volonté de répression de la vente aux enfants. Qui fume ici? Oh, c'est pas beaucoup. Hein. Qui fume? Vous fumiez avant ce soir en fait. Et alors, est-ce qu'il y a un débat sur le campus sans tabac? Les fumeurs. Non. Vous n'avez pas envie d'en parler. Attends, je crois qu'il faut que tu parles pour le... Campus sans tabac, ça fait partie d'une évolution où aujourd'hui, à Lorient, on ne peut plus fumer sous les abribus, on ne peut plus fumer à la plage. Donc il y a cette logique aussi où finalement l'université vient en appui
on sera pas en amont, mais en tout cas, on est dans la continuité de ce qui se passe d'un point de vue espace public. Mais il y a un gros débat. Ouais, non, mais c'est un débat compliqué parce que moi je vois à l'hôpital aussi en fait. Il faut que ce soit une interdiction qui soit une interdiction qui accompagne quoi. Parce que de toute façon il y a personne qui est payé pour faire la répression. Et c'est vrai que en même temps on se dit quand on voit ça que ça peut être un beau projet collectif en fait, plutôt que et c'est ça qui est compliqué, c'est d'en faire un. C'est pas de la répression individuelle et l'idée c'est que vraiment c'est lutter contre l'industrie du tabac et pas lutter contre les fumeurs quoi. Mais ouais, c'est pas simple à mettre en place. Je voudrais vous faire part d'une expérience que j'ai eue cet été. Il m'arrive de nettoyer les plages ici, notamment à la Remords-Plage, qui sont des plages familiales. Vous faites pas un pas, vous faites un pas, vous tombez sur un mégot dans le sable. Donc on en est arrivé à un stade où, au niveau des associations de sauvegarde de l'environnement, on est très très inquiet. Ce qui fait que on se dit mais comment les gens peuvent vivre là-dedans. Enfin, les gens mettent leurs serviettes sur le sable et en dessous il y a des mégots quoi. Enfin, c'est devenu insupportable, absolument insupportable. Alors, normalement, si l'interdiction de fumer sur les plages est respectée, il ne devrait plus y avoir de mégots. Et le deuxième truc, c'est qu'il y a un combat qui est pour interdire le filtre. Parce que le filtre, c'est une arnaque totale et c'est un déchet plastique. Et donc, dans la lutte globale contre le plastique, on devrait interdire le filtre qui n'a aucune vertu sanitaire de quoi que ce soit. Alors, si c'est juste une cigarette roulée avec c'est moins toxique malgré tout qu'un déchet plastique bourré de voilà. Donc ça, c'est aussi c'est des combats qui sont en fait juste raisonnables et pourtant qui arrivent très peu dans les sphères de décision parce que pour beaucoup de gens, et d'ailleurs même à gauche, il y a un truc de dire il faut pas pénaliser les fumeurs, c'est les prolos qui fument, voilà, et c'est quand même un discours hyper méprisant. C'est-à-dire que c'est comme la malbouffe et les choses comme ça. Il faut défendre des gens contre le capitalisme. Il ne faut pas leur dire c'est les pauvres, c'est tout ce qui leur reste, quoi. C'est quand même une vision du monde qui est hyper méprisante et défaitiste. Tout d'abord, merci pour votre conférence. Moi, j'avais une question sur la stratégie du doute. Donc là, on a fait un peu d'histoire, on a vu que maintenant personne n'est dupe, le tabac, on sait que ça tue. Je fais un parallèle avec le vin, c'est pareil, comme quoi c'est bon pour le sang. Je pense que les nouvelles générations, en tout cas j'espère, ne sont pas dupes. Qu'est-ce qu'il y a maintenant en 2025 par rapport au consensus scientifique fort? Est-ce qu'il y a sur certaines substances, sur certains produits du quotidien, où il y a un consensus scientifique fort, où on sait que c'est nocif, et malgré tout, on voit qu'il y a une stratégie du doute qui est appliquée et qui marche. Est-ce que vous avez des exemples concrets? Il y a le glyphosate. Hein. Le glyphosate, il y a eu de ce que je connais, il y a un consensus scientifique assez clair sur la toxicité du glyphosate. Et il y a eu une poussée des industriels du glyphosate qui ont réussi à dire non, mais non, c'est un peu plus compliqué que ça, on a des études, c'est pas vrai. Voilà. Donc le glyphosate, je crois que c'est vraiment l'exemple. Le réchauffement climatique, les climato-sceptiques, c'est exactement la stratégie du doute. Hein. Quand on entend ah bah ouais, ce matin il fait moins 10, il est où le réchauffement climatique voilà, tu vois, et donc en permanence on nous trouve des scientifiques qui disent non mais nous on a regardé, c'est plus compliqué que ça, voilà. Donc ça c'est l'utilisation de la stratégie du doute. Et le gros sujet, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est sur la bouffe, sur la bouffe industrielle. Il y a beaucoup de données sur les aliments ultra transformés qui sortent. Et qui sont contestés pareil par l'industrie agroalimentaire.
Et ce qu'on a vu sur... il y a, donc le gars qui a fait le Nutri-Score, il s'appelle Serge Ekberg, et il raconte un peu tout ça, lui. Il a fait pas mal d'articles là-dessus, où il raconte comment l'industrie alimentaire, de façon très grossière, les attaques. Voilà, mais c'est dans le débat public tout le temps. Et après, moi j'ai un exemple, je suis allé au congrès de la Société française de cardiologie, et là il y a un pédiatre qui est professeur des universités, qui est vice-président de la Société française de pédiatrie, et qui dit que il faut manger de la viande tous les jours, que c'est pas vrai, que lui les seuls enfants qu'il voit c'est des enfants qui mangent pas assez de viande, en gros à cause des bobos, voilà, et que ils ont des carences en fer, et lui il est payé par les vendeurs de viande, enfin voilà. Et donc là c'est, enfin, ouais, enfin c'est même plus la stratégie du doute là, c'est vraiment le gros char d'assaut. Mais voilà, enfin il y a en permanence une attaque de la science. Alors après, on ne parle même pas de ce qui se passe aux États-Unis, qui est encore un stade d'après. Mais quand on fait, en plus la démarche scientifique, souvent, elle est humble et, enfin, on a toujours, quand on publie un truc, on a toujours des doutes, et c'est normal. On dit, bah voilà, mais la science, on sait qu'il faut que ce soit reproductible, et voilà. Donc quand on se fait attaquer par des gens qui sont hyper organisés avec des spécialistes de la com, en fait, c'est très compliqué et ça fait du bruit. Et en fait, il y a très peu de scientifiques qui sont des punchers, en fait. C'est pas notre métier, en fait. Et donc, face à la stratégie du tout, en fait, il faudrait il faudrait qu'on ait des organismes publics qui soient prêts à être punchers, quoi. Et en fait, c'est très 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 compliqué à faire. Vous aviez une question ? Aux États-Unis, c'est pas interdit de fumer à l'extérieur? Alors ça, c'est un truc pour lequel j'ai pas d'explication, moi. C'est-à-dire que les États-Unis, ils ont complètement réussi à dénormaliser le tabac, mais à un point presque désagréable. Moi, j'ai été fumeur aux États-Unis il y a une dizaine d'années. On se faisait insulter dans la rue quasiment, quoi. Et en même temps, maintenant, quand on va à Boston et à New York, les gens ils fument de la bœuf, ils fument de la marijuana dans la rue. C'est pas interdit. Ils ont interdit le tabac, mais ils ont autorisé la marijuana. Et les armes à feu. Donc c'est étonnant comment dans ce pays, on a le droit d'avoir une arme à feu et de fumer un pétard. Et maintenant, il y a des pubs avec des QR codes pour se faire livrer de la marijuana. Et donc voilà. Donc je n'ai pas très bien compris. Alors une des hypothèses, mais j'ai pas réussi à creuser et à trouver d'infos, c'est que eux ils ont beaucoup des frais de santé qui sont payés par les assurances privées. Donc est-ce que c'est les assurances privées qui ont réussi à faire sauter l'industrie du tabac? J'en sais rien. Mais nous on se dit que notre sécu, elle devrait être vent debout, et tous les cotisants, on devrait être vent debout de l'industrie du tabac parce qu'il nous coûte un bras, quoi. Voilà. Mais donc sur les États-Unis, j'avoue que j'ai... Bon voilà. Donc c'est vrai que ils ont complètement supprimé le tabac, mais on peut toujours avoir une arme à feu et fumer un pétard. Donc je sais pas quoi en dire. Et en fait, ils ont réussi à dénormaliser le tabac, ou en tout cas c'est ce truc du mensonge qui est très puissant dans la société américaine. Et en fait, il y a eu ce procès où les vendeurs de cigarettes, les patrons des vendeurs de cigarettes ont reconnu devant tout le monde qu'ils avaient menti depuis des années. Et ça, c'est comme avec leurs hommes politiques, s'ils ont une maîtresse, c'est pire que tout. Voilà. Et donc c'est un peu sur ce plan-là, je crois qu'ils ont combattu l'industrie sur la morale, quoi. Ça va? Oui. Est-ce que pour les fumeurs qui fument déjà et qui sont peut-être pas prêts à arrêter mais qui ont conscience de tout ça, vous avez une idée peut-être d'une façon de bien fumer, si ça existe? Fumer bio.
D'accord. Alors, bien fumer. Donc, il y a la notion qu'il y aurait en France, quelque part, un producteur propre de tabac. Mais ça ne change pas grand-chose dans le sens où le tabac en soi, le fait de faire brûler une feuille de tabac, c'est mauvais pour la santé. Ça, c'est un truc. Donc, a priori, on ne trouvera pas de bonnes feuilles de tabac. Il y a tabac bio, voilà, ça n'existe pas le tabac bio. Après, moins tu fumes, mieux c'est. Il n'y a pas d'effet seuil en dessous duquel c'est pas dangereux pour la santé. Moi j'étais un gros fumeur et donc c'est l'enfer d'essayer de pas fumer beaucoup. C'est-à-dire que tu y penses toute la journée, donc il vaut mieux à mon avis il vaut mieux se sevrer que de voilà. Après il y a des gens qui arrivent à fumer une clope de temps en temps comme ça et pas reprendre, mais c'est quand même pas le plus fréquent. Moi j'ai arrêté de fumer en lisant le bouquin qui s'appelle La méthode simple pour arrêter de fumer d'Alan Carr, qui en fait est une reprogrammation. Il dit c'est pas bon de fumer, c'est pas bon de fumer. Si tu arrêtes de fumer 5 jours, ton corps il a plus besoin de nicotine. Et donc quand tu vas reprendre une clope, ça va être comme la première qui te donne envie de vomir. En fait, la première cigarette qu'on prend, on se dit pas ouais c'est bon, c'est pas bon la première cigarette. Et donc en fait, une fois que tu as sevré le cerveau, il est très vite sevré du besoin de nicotine en 4-5 jours. Et après ça, c'est que de la reprogrammation, de dire c'est pas bon. Voilà, il y a plein de bonnes choses dans la vie, mais la cigarette c'est pas un produit. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas un produit du bien-être de la vie en fait. Voilà. Après, il y a la cigarette électronique malgré tout, tout ce qui est les autres apports de nicotine qui permettent de ne pas fumer. Et il y a un doute sur la toxicité de la cigarette électronique au long cours, mais ça peut, pour que ça soit aussi dégueulasse qu'une cigarette, c'est très peu probable en fait. D'accord, donc il y a peut-être un risque à long terme, les gens qui vapent toute leur vie, qu'il y ait malgré tout un sur-risque par rapport à ceux qui fument plus rien, mais c'est probablement une très bonne méthode pour substituer. Voilà, mais le mieux c'est d'arrêter. On est bien après. Hein. Quand on est fumeur, on a l'impression que c'est impossible de vivre en étant non fumeur, je peux te dire. Hein. Mais après, voilà, moi les copains ils fument à la maison, il n'y a pas de problème, j'ai plus envie et voilà, c'est possible. Ah oui, non, il y avait donc une question sur les autres. Alors, moi j'ai appris il n'y a pas très longtemps que la résine de cannabis, c'est très toxique. Probablement parce que c'est coupé, il y a plein de saloperies. Et donc les pneumologues, ils voient beaucoup de gens qui ont des poumons complètement mités à cause de la résine de cannabis. Sur la marijuana, c'est-à-dire que les gens qui fument vraiment de l'herbe, je ne crois pas qu'il y ait la même chose, mais je ne suis pas spécialiste. Et après, sur la cocaïne, l'héroïne, c'est pas ça se fume pas, quoi. Et après, ceux qui fument le crack, c'est même plus le problème du poumon, c'est une drogue horrible. Donc voilà. Mais finalement, la cigarette, c'est quand même la seule drogue dure qui permet une sociabilité normale, en fait. C'est-à-dire que si on boit trop d'alcool, il y a un moment où ça devient très compliqué de travailler, ou même dans la sociabilité. L'héroïne, on n'en parle même pas parce que les gens, au bout d'un moment, ils sont obligés de tomber dans la délinquance pour pouvoir payer ça. La cocaïne, apparemment, si, il y en a beaucoup, mais je connais pas bien. Mais c'est moins difficile d'arrêter, je crois, la cocaïne. Il y a moins d'accoutumance, d'après ce que je sais. Voilà. Et qu'est-ce que je sais plus, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Mais oui, non, voilà. Non, mais donc la cigarette, c'est quand même un produit qui pue. Et en fait, on a accepté que les gens arrivent chez nous avec un truc qui pue. C'est comme si quelqu'un arrivait avec un vieux camembert pourri, en disant bah, moi j'adore le camembert pourri, et qu'il ouvre son camembert dans le salon des gens en disant bah, excusez-moi ça va puer un peu, mais vraiment je peux pas me passer de mon camembert qui pue. En fait c'est un peu ça la cigarette, en fait, des gens qui arrivent. Et en fait on s'est habitué à ça. Et on arrive à... Oui c'est ça, à se poser la question de la liberté. Mais dans les restos, dans les amphis. Ouais. Mais même au resto, c'est-à-dire que maintenant, même les fumeurs, ils supporteraient plus de bouffer à côté de quelqu'un qui fume.
Alors que on était. Mais regardez les films de les films de Sautet et tout ça, les films des années 50, mais ils fument tout le temps, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Les wagons fumeurs. Les avions, où il y avait le petit rideau là. Derrière c'était fumeur et après c'était non fumeur. Ah non mais donc c'est pour ça en fait l'interdiction dans la plupart des lieux, elle est logique sur le papier. Après c'est la mise en œuvre qui est à mon avis doit être un projet collectif et pas une répression du fumeur, parce que le fumeur c'est avant tout une victime d'une addiction, quoi. Donc c'est là où il faut arriver à trouver le truc et on n'a pas de discours de santé publique qui soit un discours collectif, je trouve, de lutte. Et pourtant, lutter contre l'industrie du tabac, ça devrait être un truc motivant en collectif, quoi. Eh ben, merci d'être venu. Si vous n'avez plus de questions.